j'ai besoin d'un petit peu de matériel. C'est très simple, mais je trouve que c'est mieux quand c'est illustré. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Prêt ? Alors, c'est un système qui a été mis en place par la CFDT. Vous connaissez la CFDT ? Non ? La Compagnie française de développement des textiles. C'était une entreprise publique aussi qui avait pour objectif de développer les textiles voilà, dans l'Empire français. Hein. Et donc, ils ont développé ce qu'on appelle le système intégré. Alors, c'est très simple. Plutôt que les paysans qui n'ont pas d'argent doivent acheter des graines, ils leur apportent des graines à crédit. Et puis après, ils leur apportent aussi des intrants à crédit. Donc les intrants, c'est toujours de l'engrais et des pesticides. Ils leur expliquent comment utiliser ça, et puis après, ils récupèrent la récolte. Donc une fois que les paysans ont travaillé avec leur famille, tout ça, pendant des mois, ils récupèrent la récolte et payent la différence. Bon, voilà. En fait, c'est là le problème, c'est qu'en fait, le système intégré, autant au début ça marchait parce que les cours étaient assez équilibrés, autant maintenant, la CFDT, bon, ça a été racheté, hein, comme la plupart des entreprises publiques, mais le système intégré perdure et les cours du coton et les cours des engrais sont complètement volatiles. Du coup, il y a des années, les paysans burkinabés, ils ne maîtrisent rien du tout sur les cours du coton et des intrants, et puis ils se retrouvent endettés à la fin de leur récolte après avoir passé des mois à travailler dans le champ. Notamment, par exemple, les années où les États-Unis subventionnent la filière coton dans leur pays, ça fait chuter les cours mondiaux, et là, tous les paysans africains se retrouvent endettés jusqu'au cou. Voilà un petit peu la filière intégrée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas cher, en fait, le coton, quoi. À Ouaga, l'année dernière, en 2009, c'était 200 francs le kilo de coton acheté à la récolte. Moi, ça, je l'ai payé 1,70 €. Ça fait 100 grammes. Ça fait 17 € du kilo. Ça fait une sacrée marge entre... Alors, pardon, 200 francs, ça fait 30 centimes, d'accord ? 200 francs CFA, c'est 30 centimes d'euros. Et ça fait 17 € du kilo. Et ça, c'est pas du coton Nike, c'est pas du coton Lacoste. Parce que je sais pas si on imagine, mais en fait, le coton, il est récolté, il est emballé dans des gros trucs, transporté jusque dans des ports. Dans les ports, il est amené dans les pays asiatiques où on transforme le coton maintenant, parce qu'on fait plus ça chez nous. Ensuite, hop, ça revient en Occident. Là, on met la petite griffe en plus, le petit design qui va bien. On vend ça à prix d'or. Donc le prix du kilo de t-shirt Nike, j'ose même pas imaginer. Et puis nous, on porte. Et après, quand on en a marre, on les jette. Et puis des fois, il y a des assos qui récupèrent ça et qui les ramènent en Afrique pour habiller les Africains. Et moi, je me suis dit, mais vous avez qu'à transformer sur place. Mais ouais, les gars, les copains, là. Bah alors, c'est tout simple. Et ils m'ont dit, non, mais Antoine, transformer sur place. En fait, ça a déjà été testé. Ça a déjà été testé, et puis ça s'est mal fini. Alors, ils m'ont raconté l'histoire d'un ancien président burkinabé. Une histoire que je vais vous raconter dans les grandes lignes, très rapidement. Thomas Sankara. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Thomas Sankara dans la salle ? Oui, un petit peu. Alors, l'histoire de Thomas Sankara. Thomas Sankara, un bonbon. Tu veux un bonbon ? Oh, les gens, ils sont exigeants. À la mémoire de Thomas Sankara. Non, plus tard. Alors, le 4 août 1983, au Burkina Faso, en Haute-Volta, il y a un coup d'État militaire qui met en place un gouvernement révolutionnaire dirigé par Thomas Sankara. Immédiatement, ils mettent en place une politique révolutionnaire dans le pays qui, dans les grandes lignes, si vous voulez, c'était ce que disait Thomas Sankara, accepter de vivre africain pour pouvoir les vivre libres et dignes. Alors ça paraît bizarre de se dire que les Africains devraient vivre africains. Mais en réalité, la plupart des chefs d'État d'Afrique ne pensent pas qu'il faut vivre africain, ils vivent à l'occidental, ils essaient d'avoir un développement occidental. Et Thomas Sankara, il allait à l'encontre de cette idée, et disait il faut oser inventer l'avenir, il faut oser inventer un autre
avenir africain avec nos valeurs et dans le monde moderne tel qu'il est. Alors, concrètement déjà il a changé le nom du pays. Ça s'appelait la Haute-Volta. Il a dit, la Haute-Volta, bon, ça va, c'est bien gentil, mais ça vient de France comme nom, quoi. C'est comme la Haute-Garonne ou la Haute-Loire ou je sais pas quoi. On va prendre un nom d'où chez nous. Donc ils ont appelé Burkina Faso. Burkina, ça veut dire intègre en moré, et Faso, ça veut dire pays en djoula. Donc avec les langues locales, il a fait ce mot, le pays des hommes intègres. Parce que ça, c'était un des grands axes de leur politique, c'était de lutter contre la corruption. C'était de préférer de l'eau pour tous au champagne pour quelques-uns. Alors concrètement, c'était quoi? Déjà, réduire les salaires des fonctionnaires pour pouvoir en embaucher plus, et puis réduire le train de vie de l'État, notamment par exemple, c'est symbolique, mais les voitures. Il a vendu les grosses voitures, il a acheté des Renault 5. Et lui-même, il roulait en Renault 5. Et puis, il a obligé tous les ministres, tous les fonctionnaires à voyager en seconde tout le temps. Pourquoi ils allaient prendre la première classe ou les grandes classes à faire? Non, ils sont dirigeants d'un pays pauvre. Dirigeants, certes, mais d'un pays pauvre, donc ils peuvent vivre aussi à leur mesure. Et il n'y a pas de mal à ça. Donc lutter contre la corruption, et puis après il y avait tout un tas d'autres volets. Sur l'émancipation des femmes par exemple, c'était un précurseur, parce qu'à l'époque ça ne faisait pas partie des OMD, les OMD n'existaient pas, vous vous rappelez les OMD? L'émancipation des femmes, il a intégré des femmes dans son gouvernement, il a fait tout un tas de mesures pour essayer de donner une place plus importante aux femmes du Burkina dans leur société. Par exemple, c'est un truc assez rigolo, il imposait un jour que les femmes n'aient pas accès au marché, pour que ce soit les hommes qui soient obligés d'aller faire le marché. Et qui se rendent compte en fait de ce que c'est, de préparer la popote, de penser à tout ça. Et en fait ça marchait pas bien parce que les femmes, c'est malines, elles disaient mon mari il va se faire arnaquer par toutes les vendeuses, donc la veille elle faisait le double de courses, et puis comme ça le lendemain le mari il gagnait pas. Bon, c'était un exemple comme ça, ils essayaient, ils tâtonnaient, des fois c'était maladroit. Sur l'environnement aussi, il y avait un tas de mesures pour lutter contre la désertification, pour améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Là-dessus, on pourrait faire des conférences entières. Et puis, il y avait l'idée de se passer de l'aide. Alors, c'était pas se passer de l'aide immédiatement. C'était accepter de l'aide qui aide à se passer de l'aide. Et il a notamment essayé d'organiser l'aide. Il a mis en place un bureau de suivi des ONG. Et dans ce cadre-là, il y a eu notamment Pierre Rabhi, que vous connaissez peut-être, Pierre Rabhi qui est assez connu en France, qui travaille sur l'agroécologie, qui a aidé à développer l'agroécologie pour que les paysans puissent se passer des engrais, par exemple. Et puis, ils ont tenté comme ça. Il y a eu aussi l'idée de transformer sur place. C'est pour ça que mes collègues m'en ont parlé. Transformer sur place, transformer le coton notamment, transformer tous les produits, mais pour le coton, ils disaient c'est notre principale richesse. On va faire des usines de transformation et on va développer le faso d'Anfani. C'est le tissu burkinabé, tissé au Burkina par des Burkinabés pour habiller les Burkinabés. Du coup, moi, j'en ai acheté parce que je trouvais ça intéressant. Ça perdure encore un petit peu, mais malheureusement, la plupart des usines ont été fermées. Alors, pour favoriser l'acceptation du faso d'Anfani aux gens de la ville, aux fonctionnaires qui étaient plutôt habitués à s'habiller en jean et en t-shirt, il a voulu imposer aussi. Parfois, il était un peu autoritaire, faut avouer. C'était un régime qui avait un peu la main dure. Et donc, ils imposaient que les fonctionnaires soient habillés en faso d'Anfani. Alors, les fonctionnaires, ils ne le faisaient pas non plus. Ils laissaient un peu couler, et puis quand ils savaient que Sankara allait venir en visite, ou qu'il y avait quelqu'un qui allait venir en visite, hop, ils avaient tous leur faso d'Anfani dans le sac, ils le mettaient. Du coup, ils appelaient ça le Sankara arrive. Sur de nombreux volets, en fait, c'est une politique qui a été menée, qui est hyper intéressante. Et là où ça reste un peu dans les annales, c'est au niveau de la politique internationale. En politique internationale, il s'est placé comme non aligné. Il ne voulait pas être du bloc de l'Est, pas être du bloc de l'Ouest. Je vous rappelle qu'on est dans les années 80, en pleine guerre froide. Donc non aligné, et puis anti-impérialiste. Il était clairement opposé au régime d'apartheid. Il a mené des colloques à Ouagadougou contre l'apartheid.
il était clairement en soutien au peuple palestinien et il était aussi anti-impérialiste dans le sens où il voulait aussi refuser de payer la dette. Alors il a fait un discours qui est resté dans les annales, qui est assez mémorable. Je vais essayer de vous le refaire, en partie du moins. Il s'agit d'un discours mené à Addis Abeba lors de la conférence de l'OUA, qui s'appelle « Un front uni contre la dette ». Alors l'OUA, pardon, à moins que vous sachiez, non? Oui. Ouais, moi je vous donnerai des bons mots après. C'est ce qui est devenu l'Union africaine, une réunion des grands chefs d'État. En réalité, souvent, ce n'étaient pas les chefs d'État qui allaient, parce que les chefs d'État, ils allaient plutôt à Washington, à Paris, à Londres, et ils envoyaient leurs ministres à Addis Abeba. Bon, Sankara, il pestait un peu contre ça, et il appelait à une unité contre la dette. Alors il disait ceci. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par son origine. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté l'argent, ce sont eux qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous sommes étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme, où les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. Alors moi-même, j'étais assistant technique junior du... Bon, il dit... Les colonialistes se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour comme s'il y avait des gens dont le bâillement suffirait à créer le développement chez d'autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des dossiers, des montages financiers alléchants. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans et même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. La dette, sous sa forme actuelle, est une reconquête savamment organisée de l'Afrique pour que sa croissance et son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères. Faisons en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie de placer des fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. On nous dit de rembourser la dette. Ce n'est point une question morale. Ce n'est point une question de ce prétendu honneur que de rembourser ou de ne pas rembourser. La dette ne peut pas être remboursée. Parce que d'abord, si nous payons, nos bailleurs de fonds, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. En revanche, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme au casino. Tant qu'ils gagnaient, il n'y avait pas de problème. Maintenant qu'ils perdent au jeu, ils exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu et la vie continue. Bon, c'est un discours assez punchy, c'est le genre de truc que, j'avoue, j'aimerais bien entendre parfois de nos dirigeants européens. Mais bon, c'est pas trop ce qu'on entend. Alors je voulais vous faire une petite aparté sur la dette des pays du Sud. Alors il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a des choses à en dire, comme dit Sankara, sur son origine coloniale, son origine néocoloniale. Il y a des choses à en dire sur la façon dont c'est un instrument de domination politique pour imposer l'ouverture des frontières, pour imposer des réformes politiques. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais essayer de vous présenter qui doit à qui dans les grandes lignes entre ce qu'on appelle les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, c'est une démonstration qui est faite avec certains chiffres, qui est certes critiquable, nuançable, mais qui présente quand même globalement les grands flux de richesse entre le Nord et le Sud. Alors pour ça, j'ai besoin de quelques chiffres qui sont là et une balance équilibrée. Ça vous va, elle est bien équilibrée là? Non, pas trop. Hein. À force de la trimballer dans la valise, c'est déséquilibré. Voilà. Et des sacs de riz. Alors,
Je vais y arriver. Décidément. Peut-être ça va marcher comme ça. Bon, de toute façon, au bout du compte, vous verrez, ça ne change pas grand-chose. C'était pour essayer d'être crédible. Alors, les sacs de riz représentent des flux de 100 milliards de dollars. Premier flux, je ne sais pas si vous voyez, je le représente par une main qui donne à une autre main, c'est l'aide publique au développement. Alors, c'est notre solidarité publique à tous, enfin à tous les pays du Nord. Donc, c'est selon l'OCDE. Donc, l'OCDE, vous connaissez ? Quand même. L'organisme pour la coopération et le développement économique. Voilà, un organisme donc occidental pour la coopération et le développement économique, qui dit que l'aide publique au développement en 2010 représentait 123 milliards de dollars. Donc 100. Et puis pour faire 23, je suis un petit peu embêté. Alors, on va faire des mesures. Tac. Donc, hop, ça fait 100. Ça fait 23, ça vous va? Hop, voilà. Ça, c'est donc l'aide publique au développement. La solidarité publique des pays du Nord, nos impôts qui sont... Alors là, je ne remets pas en cause qu'il y a 123 milliards de dollars d'aide qui est réellement amenée, qui est utile. Hein, parce que après, il y a aussi tout un pan de critique sur l'utilité de l'aide publique au développement. Deuxième flux... Les multinationales qui font des profits dans les pays du Sud. Donc, les multinationales du Nord font des profits dans les pays du Sud. D'après le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors, c'est une association altermondialiste, gauchisante de belge, internationale en fait, ils sont implantés partout. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres sources, c'est assez difficile de savoir, de quantifier les profits des multinationales dans le Sud. Donc selon le CADTM, ça fait 238 milliards de dollars de profits. Alors là, il nous restait à peu près 75, 80 on va dire, si on fait la moitié, ça vous va? C'est bon, hein, on n'arnaque pas là. Hop, 238 milliards de dollars qui sont donc prélevés dans les pays du Sud et qui rejoignent les comptes en banque des multinationales des pays du Nord. Alors dans l'autre sens, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Si les multinationales font des profits, c'est parce qu'elles investissent. D'accord ? Donc il faut compter l'investissement direct à l'étranger, que j'ai représenté par une usine. Alors, il faut représenter l'investissement direct à l'étranger des multinationales du Nord vers le Sud, mais il y a aussi des investissements d'entreprises des pays du Sud dans le Nord. Ce qui fait qu'il faut faire une différence entre les deux. Je vous demande de me faire confiance. C'est les chiffres du WIR, le World Investment Report, qui est le rapport annuel de la CNUSED. C'est quelque chose de... ça fait partie de l'ONU en fait. Voilà. Et c'est en 2010, ils disent qu'il y a 478 milliards de dollars entrant dans les pays du Sud, et 230 milliards sortants, c'est-à-dire investis par des investisseurs du Sud dans le Nord. La différence, ça fait 248 milliards. Donc, on a dit 100, 200, et là, il me restait un peu moins de 40. On va en rajouter un peu. Hop. « 200, voilà. 248, très précisément. Alors, de l'aide publique au développement, des profits des multinationales qui ont investi. Ok. Il y a aussi le fameux service de la dette. J'ai représenté ça par un boulet. Je sais pas, bon, allez comprendre. Le service de la dette, donc c'est la dette publique et la dette privée. C'est-à-dire la dette prêtée par des banques, la dette prêtée par des États, et c'est capital et intérêt.
Le service de la dette, selon toujours le CADTM, donc cet assaut, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, 523. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai plus de riz. Tac, tac, tac. Et ça va? Bon, c'est un peu beaucoup. Hein. Je vais en laisser dans le verre. Voilà. Ok. Alors, on peut aussi compter qu'il y a un autre flux de richesse du nord vers le sud. C'est que, en fait, dans les pays du nord, il y a pas mal de migrants qui travaillent chez nous. Je vais représenter un éboueur parce que souvent ils font des travaux qui ne sont pas très cool. Et la diaspora envoie dans les pays du sud, dans leur pays d'origine, 300 milliards de dollars. Ça, c'est d'après la Banque mondiale, une organisation altermondialiste gauchisante. Voilà, 307. Alors pour les 7, on va mettre une connerie. Hop. 307. Alors je vous rappelle quand même que l'aide publique au développement, c'était 123. La diaspora en envoie plus du double. Hop là. Bon. Eh ben, c'est déjà pas équilibré et pourtant il en manque un bon gros paquet qui est représenté par ça. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Tourisme. Ah, le deuxième. Paradis fiscaux et judiciaires. 1, 2, je vous explique un peu après. 3, 4, 5, 6, 7, et presque 8. Voilà, 800 milliards de dollars d'évasion fiscale des richesses du Sud vers les pays du Nord. Alors ça c'est assez fort. Je sais qu'on voit tout, hein. La fuite à travers les paradis fiscaux, ça c'est un chiffre qui vient du Global Financial Integrity, qui est un organisme américain qui voudrait moraliser le capitalisme et qui pense que les paradis fiscaux sont un problème du capitalisme et que ça irait mieux sans ça. Donc c'est pas des gauchos non plus. Hein. Et en fait, ils estiment à 800 milliards de dollars, dont 3 à 5% de corruption, dont 30% de crimes organisés, donc de détournement des richesses, de vente d'armes, de prostitution, de tout ce que vous voulez, de crimes organisés, et 65% d'évasion fiscale, c'est-à-dire de revenus finalement des multinationales, certainement, non déclarés, qui transitent par des paradis fiscaux. Bon ben voilà, on a un petit équilibre des transferts de richesses entre le nord et le sud. Et comme dirait mon copain Thomas qui m'a transmis tous ces chiffres, penser à augmenter l'aide sans penser au reste, c'est un peu comme vouloir augmenter le chauffage sans fermer la fenêtre. Parce que, voilà, ça paraît assez clair, l'Afrique n'est pas forcément pauvre, elle est surtout appauvrie. Et ça pose un problème, et au milieu de tout ça, il y a la dette. On demande encore de l'argent à l'Afrique en disant « Vous êtes endettés, on vous a financé des routes, tout ça, on vous a prêté de l'argent. » Bon, quand on fait le bilan, finalement, on se demande qui doit à qui. Enfin, on se demande plus qui doit à qui, on se rend bien compte de qui doit à qui.